L'attaque de Tadej Pogacar. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, Lucas, aïe aïe aïe, attention Philippe, peut le pas rappeler. C'est fini. Et à quelques jours du départ du Grand Tour de France 2025 à Lille, on accueille Jordan Djegat de la Total Energy qui est avec moi à quelques jours du départ. Salut Jordan. Salut à tout le monde. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation dans un emploi du temps assez chargé. Juste, on va mettre un peu en contexte. Si tu as le maillot bleu, blanc, rouge au Tour de France, on ne le sait pas au moment de cette interview, parce qu'on enregistre quelques jours avant le championnat de France, planning oblige. Donc, C'est vrai. on saura pas. Mais en tout cas, on sera obligé de faire une mise à jour. Donc, tiens-toi prêt. Après le championnat de France, il faudra qu'on te recontacte après. Ouais, je vais essayer, essayer de faire mon possible. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Juste avant le début de l'interview, je tiens à remercier Bastien Charbonnier de la team Total Energy qui est en charge un peu des relations médias, qui a mis en place cette interview et qui a vraiment facilité la mise en place de cette interview. Donc, je tenais à le remercier, Jordan. Euh, Comment tu te sens à quelques jours du départ du tour alors? Je me sens plutôt bien. On va dire que j'ai bien travaillé. Je suis dans les temps de passage de l'année dernière. Puis j'ai mis quand même un peu plus de choses en place cette année. On va dire que ma sélection au Tour, je fais comme si j'y suis depuis décembre en fait. Dès que j'ai repris l'entraînement cet hiver, dans ma tête, j'étais déjà au Tour. Et du coup, j'ai pu avoir une approche un peu plus sereine, même si j'ai eu la confirmation de l'équipe quand même tardivement. Mais dans ma tête, j'essayais de me dire que j'y allais et je me préparais comme ça. Donc, je me sens mieux que l'année dernière, mais on verra. Je me sens bien. L'objectif de l'équipe, c'était de maintenir un peu les coureurs sous pression, qu'ils arrivent au top de leur forme au Tour de France. Oui, c'est ça. Bah, on était 13. Du coup, fin avril, on a eu une sélection de 13 coureurs pour le Tour de France, donc une présélection. Et du coup, on était dans les 13. On était les 13 en Sierra Nevada au mois de mai. Donc, on était en plusieurs groupes. Ouais, il y avait un groupe un peu plus grimpeur au début, les classiques bandes au milieu, puis plus d'autres types de coureurs à la fin. Et il y a eu un petit roulement comme ça en mai. Et ouais, du coup, là, on a la quasi-sélection. Il reste encore quelques places à aller chercher ce week-end au Oui, championnat de avec France. les championnats de France au Mont des Alouettes, si je me trompe pas. C'est ça, en Vendée. Bon, alors, la Vendée qui n'est pas en Bretagne, non? Si, qui est Ah en non, Bretagne? non, Non, c'est pas non, en non, non. Bretagne. Non, non, non. Rien à voir, rien à voir. Bah, on parle à un pur breton, là. Donc, t'es originaire de Vannes, d'ailleurs. J'adore Vannes, j'adore la ville de Vannes pour y avoir commenté notamment du rugby avec le stade de la Rabine, que je trouve absolument magnifique, et le port de Vannes Mm. qui est magnifique aussi. Donc, voilà. On a Ouais. un petit point en commun. La forme à quelques jours du Tour de France, ça va. Dans quel état d'esprit tu vas? Tu sors d'une 14e place au Dauphiné, ce qui est un résultat quand même assez correct quand on voit la concurrence qu'il y avait autour de toi. Comment tu vas? Pourquoi tu vas? Et qu'est-ce que tu vas y faire? Pourquoi j'y vais? Juste pour le plaisir? Non, plus sérieusement, ouais, du coup, ça va être mon deuxième Tour de France. Donc, j'y vais avec quand même beaucoup plus d'ambition que l'année passée. C'est vrai que l'année passée, en fait, tout le monde me disait, ouais, tu verras, c'est dur, tu vas te faire broyer, tu vas galérer. C'était que des phrases négatives, en fait, que je recevais. Donc, moi, forcément, dans ma tête, j'y allais un peu avec de la peur, de l'appréhension, même si, bon, pour moi, il y avait que du positif. Alors que voilà, j'ai eu la chance de le faire l'année dernière, d'avoir montré des belles choses et même d'en sortir avec quelques regrets en se disant, j'aurais pu faire mieux, de ça en mieux, plein de choses en mieux. Et du coup, cette année, bah ouais, je vais essayer de faire mieux que l'année passée et viser de jouer la victoire sur certaines étapes en échappée. Et je pense que c'est là où j'ai pris le plus de plaisir l'année dernière quand on voit la victoire d'Anthony dans un registre, Matteo quand il fait deuxième. Donc je pense qu'il y a des belles choses à jouer sur ce genre d'étape un peu plus ouverte. Donc c'est pour ça que j'y vais et c'est ce qui me fait rêver. Donc on va essayer de jouer les étapes avec l'équipe. Ouais. Tu as ciblé quelques étapes qui t'intéressent. Pas forcément, parce que je pense qu'au tour, faut un peu voir au jour le jour et prendre ce qu'il y a à prendre
au fur et à mesure, faut un peu s'adapter à la course pour moi. C'est vrai que sur le papier, il y a certaines étapes où on se dit, bon, bah là, c'est leader, là, c'est plus échappé. Mais après, il faut voir un peu la physionomie de course aussi en elle-même quand faut essayer de bien analyser la situation entre la guéguerre Vingegaard-Pogačar. Faut essayer d'analyser cette situation-là et de sortir les meilleurs bénéfices en se disant, bon, bah là, ils se sont fait la guerre là, ça va plus être ouvert à cette étape-là. Donc, faut essayer de voir un peu au jour le jour, je pense. Comme par exemple, l'année dernière, pour l'étape 2 à Saint-Luca, bon, on se doutait qu'il y avait des chances que ça aille au bout, mais bon, on sait jamais quand si Pogačar ou Vingegaard ils veulent gagner, bon, ils ont l'armada pour gagner l'étape. Donc, faut essayer de saisir toutes les chances possibles. Je rappelle que l'année dernière, tu fais 28e du général, tu fais 9e à Super Dévoluy, et puis il y a cette deuxième étape à Bologne, où tu fais 11e, l'étape qui avait été remportée par Kevin Vauquelin. Euh, c'est vrai que tu parles de cette bataille Pogacar-Vingegaard. Comment ça se passe derrière? Tu fais top 15 du Dauphiné, donc tu as vu en fait tu as vu cette bataille un peu d'un peu derrière, dans le deuxième échelon derrière, le deuxième ou le troisième. Comment on fait pour Mm. exister derrière ça? Ah, c'est vrai qu'au Dauphiné, comme tu l'as dit précédemment, j'ai fait 14e du général. C'était pas forcément un objectif au départ de jouer général, j'aurais préféré jouer des étapes. Mais bon, quand j'ai vu sur le papier les étapes, je me suis dit, bon, bah, ça va être difficile de croquer quelque chose pour les échapper. Il y a eu une échappée qui va au bout, mais c'était plus sur un terrain plat et pour le coup, bah voilà, j'ai loupé l'échappée et je m'y attendais pas forcément que ça aille au bout ce jour-là, mais j'ai quand même essayé. Mais ouais, j'ai souvent en début d'étape, j'essaie quand même de prendre l'échappée parce que faut y croire. Donc c'est vrai que déjà quand j'arrivais sur la fin de cours, j'étais déjà un peu entamé. Et pour prendre pour l'exemple, par exemple, à l'étape de Combloux, donc dans la côte de Domancy, je crois qu'on est arrivé on était un peloton de 25, 30, je pense, au pied, une trentaine de coureurs max. Et c'est vrai qu'il y avait le train Jumbo UAE qui roulait. Et derrière, bah, il y avait un peu de tout. Il y avait du Lipowitz, Remco, euh, Enric Mas. Donc derrière, c'est un peu plus la boule. Et c'est vrai qu'au final, je me souviens, on a tourné à droite, ça roulait vraiment très vite dès le pied. Et en fait, j'ai senti que qu'on roulait vite. Enfin, même moi, j'avais des bonnes jumps, je regardais mon compteur, je voyais les watts, je dis bon, putain, je suis bien et tout. Et quand j'ai levé la tête, j'ai vu que ça avait explosé. Mais qu'en fait, moi, mon groupe, on n'avait pas changé d'allure avec Enric Mas et compagnie. Il y avait juste Pogacar qui a attaqué, Vingegaard qui a suivi. Et après, tu as Lipovic, Remco qui essaye. Et derrière, en fait, ça bouge pas, quoi. Personne, dès qu'ils attaquent, en fait, je pense que des mecs comme Enric Mas ou je sais plus qui y avait pour le général, il y en avait d'autres. Guillaume Martin ou d'autres coureurs, en fait, ils essayent même pas, quoi. Donc, ils ont tellement l'habitude de se faire péter le caisson, comme on dit. Donc, au final, maintenant, tu as deux coureurs qui essayent et le reste, ils restent à leur allure, quoi, au final. Le but est de pas de se mettre dans le rouge. Toi, tu te sentais bien à ce moment-là quand ça Hmm. avait craqué sur le groupe de devant? Ouais, ouais, je me sentais bien pour mes capacités en tout cas. Donc, je me sentais bien. C'est vrai que quand j'ai levé la tête, j'ai vu que ça explosait. Je me suis dit, oula, bah, je vais pas essayer. De toute façon, déjà quand t'es dans la roue, si t'essayes, c'est que t'es très fort. Mais quand tu as un trou, non, t'essayes pas du tout. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ton profil exactement? C'est vrai que tu es assez passe-partout, tu es bon puncher, tu montres que tu es quand même assez bon grimpeur pour faire top 15 du Dauphiné. Où on peut te ranger? Dans quelle case on peut te ranger? Ouais, je dirais quand même plus grimpeur, puncher. Mais ouais, ça reste grimpeur, je pense, ma meilleure qualité. Est-ce que après, même moi, ce qui me convient le mieux pour moi, c'est des cols de 20 30 minutes. Parce que c'est vrai que j'essaie de travailler davantage les cols plus longs d'1 heure pour un Dauphiné, un Tour de France. Il y en a davantage. Mais sinon, ouais, ma spécialité, c'est plus l'école un peu plus petit. Mais parce que je bossais pas forcément l'école plus long aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que dans mes premières années pro, quand j'étais en continental au CIC Union Atlantique, je marchais bien sur des courses comme la Poulie-Normande où j'ai fait un podium, ou autour du Limousin, ou des courses comme ça. Donc c'est des courses pas forcément de grimpeurs, c'est plus des courses usantes. Et c'est vrai que j'arrive plutôt bien à gérer ce genre de course, mais je pense que maintenant, ouais, ma spécialité, c'est plus quand même grimpeur.
Et finalement, c'est des courses que tu n'étais pas amené à disputer avec des cols longs quand tu étais à Nantes, Mm. que tu es passé pro. Et maintenant, avec la Total Energy, tu es plus amené aussi à avoir ce genre de course. Je regarde aussi tes résultats parce que cette année, tu fais aussi sixième au Tour du Jura, quatrième à la classique Grand Besançon. Et puis au Tour du Pays Basque, tu fais quatorzième, là aussi avec deux top 10. La dernière étape à Eibar où tu fais sixième et la huitième place à Guernica la veille. Et puis la cinquième place à Oron, aussi à Paris-Nice en début de saison. Euh, Tu veux te spécialiser petit à petit donc dans ces profils de grimpeurs. Tu demandes à la Total Energy de te placer sur ces courses où il va y avoir plus d'efforts assez longs en grimpette. Non, ça, c'est pas un souhait de ma part. Enfin, si, c'est un souhait, mais ça s'est fait un peu naturellement. En fait, c'est vrai que quand j'étais à Nantes, je participais déjà à des courses comme le Mont Ventoux Dénivelé Challenge ou le Tour du Doubs, le Jura. Et bah, pour le coup, le Mont Ventoux, c'était mon premier top 20 chez les pros. Mais et du coup, c'est venu naturellement. Quand je suis arrivé à Total Energy, bon, déjà, on a fait tous les tests à l'effort. Ils avaient déjà mes données, donc ils voyaient que j'avais plutôt des bons watts pour les efforts longs, donc c'est venu naturellement. Mais c'est vrai que ouais, faut toujours bosser ses points forts, donc j'essaye de bosser là-dessus aussi, ouais. Je reviens un petit peu sur la bataille du Dauphiné et tu me parlais au pied de la côte de Domancy que ça avait craqué, que tu étais présent aussi avec les meilleurs. Est-ce que finalement pour toi c'est une fin en soi d'être au contact avec les meilleurs le plus longtemps possible? Ou alors tu vois que finalement pour briller, il faut peut-être plus tenter d'échapper. On a vu notamment sur le Tour du Pays Basque que tu y allais dans l'échappée pour l'étape d'Eibar, tu fais sixième. À Oron, à Paris-Nice, tu fais cinquième. Euh, tu sens que ça va plus se passer par là, ta capacité à faire des résultats? En fait, je suis conscient que si je veux gagner une belle course, une course de ce niveau en World Tour, comme un Paris-Nice, Pays Basque ou Dauphiné, je suis conscient que j'ai pas le niveau pour gagner face à bah, un Pogacar ou Vingegaard ou Almeida, etc. Donc, si je veux pouvoir gagner une course de ce niveau-là, en tout cas, faut que ouais, je m'échappe et que je prenne du temps. À l'image du Pays Basque où je fais sixième, et au final, j'ai été échappé toute la journée. Je me fais reprendre avec les leaders, et du coup, j'aurais pu prétendre à jouer la victoire ce jour-là. Il n'a pas manqué grand-chose, mais je sais que si je veux gagner une étape comme ça, ouais, faut que je prenne une échappée, ouais, c'est sûr. Ça suit aussi ta trajectoire de carrière parce que alors, tu es breton, breton de naissance. Le club, c'était Locminé au départ, c'est ça, si je me trompe pas. Ouais, tout à fait, ouais. Après, tu pars à Nantes. Nantes devient une équipe continentale alors, chez les professionnels. Ensuite, tu passes pro donc avec Nantes et après, tu es transféré à la Total Energy. C'est ta deuxième saison, si je me trompe pas, à la Total Energy. C'est finalement dans la lignée de ta progression de ta carrière aussi, où tu sens que au fur et à mesure, tu es en capacité d'aller chercher ces échappées-là, parce que faut bagarrer assez sévèrement Mm. pour aller les chercher aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, c'est clair que une échappée en World Tour, souvent, c'est que des coureurs qui peuvent jouer la victoire sur des classiques ou des Pro Series, hein. Quand tu regardes les échappées au Paris-Nice, je pense que j'avais regardé la compo, parce que j'étais déçu d'avoir fait cinquième au rond. Et au final, avec mon collègue de chambre, on a regardé la composition. Je crois que genre sur 12 devant, il y en avait 9, 8 ou 9 qui avaient gagné en World Tour. Donc tu dis, c'est là que tu te dis quand même que les échappées en World Tour, c'est quand ça va au bout, c'est qu'il y a des sacrés coureurs devant, ouais. Euh, Quel est ton rapport avec le Tour de France? Quel souvenir tu as du Tour de France, toi, quand tu étais gamin? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Déjà, le Tour de France, la plupart du temps, ça donne envie aux gamins de monter sur le vélo derrière, mais toi, quel souvenir t'a accroché? J'ai beaucoup de souvenirs du Tour de France à la télé, notamment avec Tom Boonen que j'admirais. Et ouais, c'était surtout lui que je regardais pour le Tour. Mais après, quand je suis allé voir le Tour de France à Plumelec, du coup, quand j'y habitais, je crois que c'était en 2009, si je me trompe pas. Et Oscar Pereiro m'a donné son bidon après la ligne. J'étais juste après la ligne, il m'a donné son bidon et je me souviens que ouais, il était à la case départ, donc une grosse équipe à l'époque. Et c'est vrai que c'est un souvenir marquant. On en parle encore avec mon frère. Donc ouais, c'est pour ça que maintenant j'essaye de donner de faire des petits détails comme ça aux gens qui viennent nous voir sur le Tour de France, tout simplement.
Et tu viens d'une région où c'est quand même beaucoup vélo. Un petit peu rugby d'ailleurs, parce qu'avec le club de Vannes qui était en top 14, il y a quand même, c'est une terre de vélo, une terre sacrée de vélo. Forcément, tu es plus amené à aller faire du vélo qu'à aller faire du bobsleigh. Enfin, Mm. je prends l'exemple Mm. inverse. Il y a une vraie Ouais, ouais, culture vélo là-bas chez toi. ouais, c'est sûr qu'en Bretagne, il y a une très très belle culture du vélo. C'est vrai que j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé ces dernières années avec tout l'arrêt des National 1. Il y en a perdu quand même beaucoup d'équipes en National 1 et c'est vrai que ça m'a quand même attristé de voir ça et de voir qu'on perd le niveau amateur en Bretagne. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y aura aussi moins de niveau dans le futur, je pense. Donc, c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'en Bretagne, on a quand même des passionnés de vélo quand on voit sur les courses en Bretagne, il y a quand même beaucoup plus de public qu'ailleurs. Enfin, je pense en tout cas. Et tu tiens à garder tes racines bretonnes aussi dans ton parcours. Tu reviens souvent, enfin, tu habites toujours en Bretagne, tu reviens souvent, tu vas voir un petit peu les jeunes de l'école de cyclisme parfois. Quel lien tu gardes? C'est vrai que depuis que ça fait maintenant 2 ans que j'habite à Nice, ça va faire 2 ans en juillet. Et ouais, je rentre souvent à préparer Nice en août et pour les fêtes de fin d'année. Je garde un très bon rapport avec la Bretagne. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que maintenant, je suis devenu niçois aux yeux de certains et à Nice, je suis un Breton, donc je suis un peu des deux, on va dire. Mais c'est vrai que je me sens quand même largement plus breton. Mais ouais, je garde un très bon lien et j'essaye de donner de ma personne dès que je peux, de conseiller ou donner un coup de main, d'aller rouler avec les clubs qui m'ont aidé ou quoi. Donc, ouais, j'aime bien rentrer quand même, c'est sympa. Pour revenir au Tour de France, tu parlais de ce souvenir avec Oscar Pereiro. Est-ce que tu as des souvenirs, je sais pas, d'étapes qui t'ont marqué? Alors, si tu me dis que quand tu étais gamin, c'était vers 2009, à peu près, on doit avoir peut-être Thomas Vauclair, Tour de France 2011, tu devais être devant la télé aussi. C'est cette période-là qui t'a marqué? Ah oui, c'est sûr, ouais, la période là, ouais, quand il y avait les très grandes années de Thomas Vauclair au Tour de France. Après, on a aussi Pierre Roland à l'Alpe d'Huez, même les Thibaut Pinot, les Romain Bardet, Warren Barguil qui m'a forcément beaucoup marqué. L'étape quand il est maillot à pois, qui gagne devant Simon Geschke, je crois. Ou non, Rigoberto Urán. Mais ouais, forcément, c'est des inspirations et c'est des modèles à suivre, quoi. Même les fois de Julien Lafilippe, même si j'étais plus âgé, mais ouais, on va dire que quand t'es petit, c'est des idoles, et quand tu grandis, ça devient plus une inspiration, en fait, pour moi, en tout cas. Ça doit faire bizarre quand tu te retrouves. Alors, il me semble que l'échappée d'Oron autour à Paris-Nice, il y a Julien Alaphilippe aussi dans l'échappée. Ça doit faire Ouais, bizarre. ouais, ouais, il y a Julien. C'est vrai que, ouais, je me souviens même mon premier championnat de France à Cholet, chez les pros, je faisais que regarder Julien comment il pédalait et tout, quand j'étais encore fan. C'est vrai que maintenant, ça a un peu changé. C'est un concurrent, quoi. Je le regarde plus comme un fan, hein, même si je suis toujours fan, bien sûr. Mais ouais, c'est totalement différent. C'est vrai que j'étais échappé avec lui au rond et ça m'a fait bizarre parce qu'il me donnait des conseils, il m'encourageait et tout, alors que on n'est même pas dans la même équipe, on n'a aucun lien, je le connais quasiment pas. Et c'est là que tu te dis quoi, que franchement, c'est un super mec et il aide beaucoup les jeunes coureurs français comme moi ou comme on l'a vu autour de Fils récemment avec Vauclin ou Romain Grégoire. Je sais que l'année dernière, il avait aussi un peu aidé Cosio au Giro. Enfin, c'est encore plus admiratif de lui aujourd'hui, ouais. Et tu vas voir peut-être quelques coureurs parfois dans le peloton où tu discutes. Alors, on a vu que Romain Bardet a pris sa retraite récemment après le Dauphiné. Tu essayes d'aller capter des petits conseils à gauche à droite de la part des anciens, même si tu vas les vieillir, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est dans le peloton, ouais, je parle avec eux, mais c'est pas forcément pour des conseils. C'est vrai que c'est quand on est en course, c'est quand même compliqué de demander des conseils, mais c'est vrai que ouais, on peut se conseiller entre nous, entre Français. Après, j'ai aussi un très bon lien avec Warren Barguil, avec qui je roulais pas mal en Bretagne, parce qu'il est pas très loin de chez moi. Donc c'est vrai qu'avec Warren, je vais au Tour de France l'année dernière, par exemple, je lui ai demandé pas mal de conseils. Julien Bernard aussi qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide toujours.
Il m'a conseillé naturellement à l'entraînement et en course aussi. Des fois, il me donne des petits conseils. Il se moque pas mal de moi d'ailleurs, parce que je fais souvent n'importe quoi. Et des fois, avant les courses, il me dit bon, t'arrêtes de faire ton show et tu te concentres un peu. Julien Bernard qui est quand même, enfin, quand on parle de coureurs qui sont exemplaires, qui sont parfois sous-médiatisés ou sous-cotés, Julien Bernard en fait partie. Cadre exemplaire Hmm. À la Lidl Trek et voilà. Il est capable de jouer aussi sa carte sur les championnats de France. On l'avait vu l'année dernière. Tu vas arriver sur le Tour de France, donc tu as encore fait une belle saison. On va revenir un petit peu sur ta saison 2025 avec ses 14e places au Dauphiné au Pays Basque. Euh, Depuis ton arrivée chez Total Energy, on sent une certaine progression et assez linéaire. Aujourd'hui, maintenant, quand tu prends le départ d'une course, World Tour, Tour de France, on a vu le Tour de France l'année dernière, tu es en dehors du top 20, mais tu es régulièrement entre on va dire, la 10e et la 25e place. Sur les courses, notamment les Coupes de France, tu as fait top 6 au Jura et quatrième à Besançon. Sur quoi tu as travaillé en fait depuis ton arrivée à Total Energy pour justement arriver à cette régularité? Moi, je pense que c'est à l'image de toute ma carrière, ou depuis que je fais du vélo en tout cas, j'en fais depuis tout petit. Mais j'ai toujours progressé d'année en année, je me suis toujours adapté au niveau. Donc en fait, je pense que c'est à l'image de moi, tout simplement. Je suis un peu à maturation tardive, comme on dit. Mais c'est vrai que j'ai progressé d'année en année et je suis friand aussi d'apprendre, de toujours d'essayer d'optimiser, ouais, voilà, de travailler tout simplement et de progresser. Et j'y mets beaucoup de ma personne. Et dès que je peux faire en sorte de progresser, j'y vais à 100%. Et voilà, je pense que comme je l'ai dit, je m'adapte beaucoup au niveau. Comme l'année dernière, je me souviens de mon premier Paris-Nice, donc j'ai pris une belle claque, mais voilà, en fait, ça fait du bien. Et après, on se remet encore plus au travail, on est encore plus motivé. Et après, on revient sur notre course, on voit qu'on progresse. Et petit à petit, on franchit des paliers comme ça. Donc ouais, je pense que grâce au calendrier, j'ai bien progressé. L'année dernière, c'était ma première année à Total Energy et c'était plus une année d'apprentissage, entre guillemets, de découverte par rapport au calendrier. J'ai fait beaucoup de courses. J'ai fini l'année avec 82 jours, je crois, de courses. Et voilà, j'ai fait beaucoup de courses que j'ai un peu modifié cette année, mon calendrier pour pouvoir être plus performant sur les courses sur le tour, comme Paris-Nice, Pays Basque, Dauphiné. Donc c'est vrai que l'année dernière, j'avais plus de résultats de podium. J'en avais fait par exemple en Slovénie, au Jura ou même aux Asturies. Cette année, j'en ai zéro podium, mais j'ai été plus régulier sur les courses sur le tour. Donc, c'est une saison différente que je fais par rapport à l'année dernière. Et je regardais tes résultats, notamment après le Tour de France l'année dernière. À la sortie du Tour de France, tu reviens donc avec la classique à Saint-Sébastien, t'enchaînes sur le Limousin. Et ensuite, c'est ton automne, en tout cas ta fin d'été qui est assez intéressante. Tu fais troisième du Giro del Toscana, du Grand Prix de Toscane. Tu fais huitième au Tour du Luxembourg. Tu fais ensuite deuxième et cinquième de course au Japon. Tu sens que le Tour de France de l'année dernière t'a fait passer un cap, peut-être au niveau de la caisse. On dit souvent que quand tu commences à faire des courses de 3 semaines, tu gagnes en caisse et que tu peux ensuite en tirer bénéfice dans les semaines suivantes. Ah oui, ça c'est clair. Hein. Il y a pas de débat. Hein. Franchement, bon, moi j'ai fait 7 jours de récupération après le tour. J'ai fait 7 jours sans vélo. Je pense pas que c'était la meilleure des solutions, mais moi j'aime bien voilà couper vraiment du vélo et voilà reprendre toute l'énergie, sentir qu'on assimile tout le travail. Et moi, j'ai fait ouais, 7 jours sans vélo. Et c'est vrai que c'était vraiment très, très dur la reprise. Les nerfs, ils ont vraiment lâché et ça a mis vraiment une bonne semaine à revenir, à pouvoir me remettre dans le rang, ouais. Et ouais, c'est vrai que je me souviens, à Saint-Sébastien, j'avais pas mal de force, mais bon, c'était ma reprise, j'avais pas forcément fait d'intensité ni rien. Donc, c'était bien, que c'était correct. Mais je me souviens au Limousin, ouais, je regardais la dernière étape, j'avais fait pas mal échappé tout seul. Et je me souviens que je regardais mes watts et je me disais, putain, mais en fait, je craque pas là. Normalement, à ces watts-là, je commence à affaiblir et ouais, là, je faiblissais pas, quoi. Mais c'est vrai on prend pas mal de caisses et beaucoup de force quand même. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour passer le cap et enregistrer cette victoire qui pourrait marquer un petit peu ta carrière aussi? C'est une bonne question. Je pense que moi, je me cherche pas d'excuses, mais il manque aussi peut-être un peu de chance.
Donc, c'est des faits de course. Je prends par exemple en Slovénie, quand je finis troisième, c'est un Italien de la Bora qui gagne, je me souviens plus son prénom. Et genre, on monte là une bosse et quand ça bascule, ça se regarde. J'attaque à un moment parfait, je me dis, bah là, ça va se faire quoi. Et quand j'attaque, au final, tout le monde vient alors que ça se regardait. Et une fois que on me reprend, ça se re-regarde et l'Italien il part et il gagne. Et je me dis, merde, enfin, pourquoi c'est pas moi où ça fonctionne quoi en fait. C'était un moment où. Bon, c'est pas gratos parce qu'après, faut être fort pour aller la chercher. Mais bon, il restait 3 ou 4 kilomètres. Si tu t'arrivais à sortir au moment où ça se regardait, c'était gagné. Et bah, ce jour-là, par exemple, j'ai manqué de chance. Et après, bon, il y a plein de facteurs. C'est vrai qu'avec peut-être une meilleure pointe de vitesse, je pourrais gagner des fois à la place de faire troisième, je pourrais peut-être gagner. Je sais pas, je pense que ouais, il manque un peu de chance et peut-être un peu de réussite aussi. Donc, mais voilà, c'est pas une fin en soi. Je pense que je prends aussi beaucoup de plaisir à faire des résultats en World Tour, mais c'est vrai qu'une bonne victoire, ça ferait pas de mal. Mais comme on dit, plus l'attente est longue et plus la victoire est belle. Donc, faut y croire. Tu attends l'arrivée en Bretagne sur ce tour? Ouais, ça va être sympa. Il y aura quand même, je pense qu'il y aura énormément de monde en Bretagne. Mais bon, c'est pas une étape que je pourrais gagner, je pense. Donc, ça va être compliqué. Si tu devais choisir une étape sur ce tour 2025, ce serait laquelle? Pour que je gagne, enfin, juste pour si je choisissais une étape. Alors, l'étape, tu sais quoi, on va faire la question en deux parties pour que tu gagnes et celle que tu aimerais bien cocher ou briller en tout cas. Bah, cette année, celle où je rêverais de gagner, je pense que ce serait le Mont Ventoux. J'en Bon, je étais pense que sûr que tu allais me dire c'est ça. Je pense que c'est une des plus compliquées parce que c'est vraiment une pure arrivée au sommet. Donc, pour les leaders, c'est plus facile de contrôler. Mais ouais, je trouve que c'est mythique et c'est mon premier top 20 chez les pros aussi. Donc, c'est un très beau souvenir. Ouais, je pense que si j'en choisissais une, ce serait celle-là. Ouais. Alors, c'est vrai Et, que ça va être compliqué parce que je crois que c'est une étape toute plate et puis après, ouais, c'est mon Ventoux direct. Donc, ouais, exactement. Ouais. C'est pas la plus facile à gagner. en effet. Et du coup, où tu aimerais briller, là où tu te sens que tu as le plus de capacité pour aller chercher un bon résultat, t'as regardé un peu? Enfin, j'imagine que oui. Ouais, j'ai regardé. Après, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est si compliqué. Après, je pense que c'est plus une étape comme celle où je fais neuf l'année dernière, super dévolue. Je pense qu'il faut que je vise des étapes dans le même style où c'est vallonné, assez dur toute la journée, mais qu'en même temps, il n'y a pas de très long col où je peux me faire lâcher par bah, des purs grimpeurs, même si je suis peut-être un pur grimpeur, mais voilà, un Carapaz, comme il gagne à super dévolu, il peut me lâcher largement dans un col d'une heure, par exemple. Donc je pense qu'il faut des cols ouais, de 20 minutes et 20-30 minutes où tu peux t'accrocher ou revenir plus tard, quoi. Une étape comme ça serait l'idéal. Ou même de l'étape de Barcelonnette où Matteo il fait deuxième. C'est des sables durs, mais c'est pas qu'une arrivée au sommet et il y a plus d'ouverture, quoi. Donc, on va regarder entre la deuxième et la troisième semaine à peu près de course. Ouais, voilà, je pense que c'est à partir du puits de Sancy, je pense qu'on me verra plus à l'avant qu'au début, ouais. Et première semaine, tu te dis, je vais essayer de m'accrocher, pourquoi pas aller chercher des top 10 aussi pour l'équipe? Ouais, ouais, c'est ça, ça va être bon après je connais pas encore forcément le briefing, mais c'est vrai qu'il y a des étapes très dures, très usantes en Normandie, donc les échappés pourront aller au bout, donc faudra essayer, même si c'est pas mon terrain de prédilection, moi ça reste des échappés, on sait pas de quoi demain est fait, donc il faut essayer. On sait qu'actuellement, il y a certaines équipes qui sont sous pression, tu sais, notamment au niveau de l'accession, la rétrogradation en World Tour. La Team Total Energy, malheureusement pour vous, n'est pas concernée par la bataille aujourd'hui. Est-ce que le fait qu'il y ait moins de pression par rapport aux points à aller chercher, ça peut un peu vous libérer et de pas vous enfermer dans une certaine manière de courir? Ah oui, tout à fait. Nous, c'est vrai on a la chance. On a la chance que l'équipe nous mette pas de pression par rapport au point UCI. Voilà, l'équipe est satisfaite du niveau auquel on évolue. C'est pour elle, c'est ce qu'elle voulait. Donc, elle a jamais prétendu à vouloir aller en World Tour. Donc, d'après le discours de l'équipe, elle se sent très bien au niveau Continental Pro. Et ouais, on n'a aucune pression là-dessus. Donc, c'est vrai on peut courir libérément et ouais, juste essayer de gagner une étape, quoi. Ils préfèrent qu'on prenne le risque de tout perdre et de gagner que d'assurer une 3 ou cinquième place, quoi.
Alors que dans Oui. certaines équipes, ils vont être 3 devant, mais ils vont faire 3, 4, 5 pour les points aussi. Donc, c'est ça que nous, on a quand même cet avantage-là, ouais. Contrairement aux Astana, bon, tu les cites pas, mais les Astana, eux, dès qu'ils Ouais, peuvent scorer, ils en mettent 4 dans l'échappée, puis terminer, ouais, on ils veulent parle beaucoup absolument. d'Astana parce qu'ils arrivent bien, mais il y a beaucoup d'équipes qui font la même chose, hein. En effet. Surtout cette année, quoi. Exactement. C'est vrai que ce que je remarque dans cette équipe Total Energy, alors il y a eu la période où Peter Sagan était arrivé, il y avait peut-être une envie absolument d'arriver en World Tour, mais aujourd'hui il y a une sorte de génération qui est en train d'émerger. Toi, plutôt dans les profils punchy, grimpeurs, Émilien Janière au sprint, qui est en train vraiment de grimper dans la hiérarchie des sprinters, c'est très très intéressant. Tu sens que vous êtes un petit peu l'étendard de cette nouvelle génération de la type Bernardo. Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que, en fait, Jean-René, je pense il y a eu un peu un après Sagan dans l'équipe avec, bah, enfin, moi, quand je suis arrivé là, je suis arrivé l'année d'après Sagan et je pense que, bah voilà, ils ont aucun regret par rapport à Sagan, mais je pense que maintenant, ils avaient envie un peu de changer leur fusil d'épaule et essayer de faire éclore plus des jeunes ou des Français qui sont passés un peu à côté d'une carrière. Bah, par exemple, je prends mon exemple, celui de Gachignard ou celui de aussi Florent Dauphin, Samuel Leroux, Alexis Brunel. Enfin, on est très très nombreux aux alentours de 23, 26 ans. Et voilà, Jean-René, il en a un peu marre du système où si tu passes pas pro en Espoir 1, Espoir 2, t'es sur le banc de touche. Donc voilà, je pense que enfin Jean-René, excusez-moi, il a vraiment envie de donner une seconde chance aux coureurs qui sont passés un peu à côté et qui sont comme moi à des maturations tardives. Et je pense que c'est vraiment son ambition et c'est ce qu'il fait aussi dans son recrutement. Et ouais, je suis très content du coup parce que ça m'a donné une chance, ouais. Oui. Il n'y a pas que les Conti de World Tour aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est un modèle. Mm. Beaucoup d'équipes essayent de s'engouffrer dedans, là où la Total Energy a plutôt une équipe réserve, la Vendée U, qui est au niveau fédéral. On arrive à la fin de cette interview. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Qu'est-ce que tu... Allez, je vais te laisser un peu le mot de la fin. Qu'est-ce que tu espères? Et aussi, dis-moi un petit peu ton regard, juste une dernière question avant, ton regard sur la bataille Pogacar-Vingegaard. Tu peux me lancer un pronostic comme ça là sur le Tour de France? Alors, si tu étais bon pronostiqueur, tu serais peut-être pas coureur cycliste parce que tu gagnerais beaucoup plus. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu peux en dire de cette bataille? Ouais, je pense que ça reste une très belle bataille, hein. Je pense qu'on peut être que content d'en avoir deux. Parce que je pense qu'on a vu au Giro l'année dernière que quand Pogacar il est tout seul, c'est pas très rigolo à regarder. Donc je pense que c'est quand même pas mal que les deux soient là. Et ouais, après si je dois en mettre un vainqueur, franchement avec le Dauphiné qu'a fait Pogacar, j'ai du mal à voir comment il peut craquer, mais il a déjà craqué en 2023, 2022, je sais plus. Il a 2022 et déjà craqué. 2023. Ouais. Ouais, donc si je me dis que c'est possible, c'est vrai que je suis de plus en plus supporter de Vingegaard maintenant. Et ouais, je trouve que Vingegaard est quand même. Enfin, quand on le voit sur un chrono, par exemple, Vingegaard laisse rien au hasard. Donc je me dis que sur les 3 semaines, il peut quand même grappiller pas mal de temps. Et je pense qu'aussi. Euh, ah voilà, il a aussi des très bons équipiers, ils mettent quand même des stratégies en place. Donc, moi, je pense que ça va être une belle bataille, mais ouais, Pogacar a l'avantage maintenant, mais je pense qu'il faut pas enterrer Vingegaard. Tu vas regarder ça, alors tu seras pas si loin que ça finalement, parce que si, allez, peut-être si tu es dans le top 20 du Tour de France, tu seras, tu sais, au pied d'école, tu seras juste derrière eux, donc tu vas regarder ça d'un peu loin, non? Ah ouais, ouais, d'un peu loin, ouais. Bah, c'est vrai que moi, du coup, comme je t'ai dit, j'essaye souvent de prendre l'échappée. Donc, si ça passe, souvent, si ça passe et ça va au bout, bon, je les vois pas. Et si on se fait reprendre, je les vois juste me doubler. Et moi, je finis souvent, c'est dans le dernier col. Donc, ils me passent comme des boulets de canon. Puis moi, je finis mon étape comme ça, quoi. C'est vrai que. Et après, quand je suis pas dans l'échappée, bon, je pète soit dans l'avant-dernier col ou dans le dernier col. Donc, je regarde ça, ouais. Bon, Jordan, donc je retiens, on espère une victoire d'étape pour toi sur ce Tour de France. Est-ce que le maillot à pois pourrait t'intéresser? Peut-être on lance un message comme ça, on ne sait pas, non? C'est vrai que le maillot à pois, ça m'a toujours fait rêver. Je me souviens, du coup, quand j'étais petit, c'était le maillot à pois qui me faisait même plus rêver que le maillot jaune, en fait. Donc,
moi, ça m'a toujours fait rêver. C'est vrai que c'est dans un coin de ma tête. Après, bon, maintenant, ça devient de plus en plus dur, hein. On voit qu'ils mettent des points UCI là-dessus. Cette année, je pense pas que ce soit la bonne année pour essayer de le faire, hein. On a vu Castana, ils veulent tout faire pour l'avoir. Il y a beaucoup de coureurs qui vont le viser par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est pas mon objectif premier, mais c'est dans un coin de ma tête, quoi. Si je peux le faire, je le ferai. Bon, en tout cas, on retient que Astana va donc remporter le maillot à poids du Tour de France Ah, ça, je pense qu'il y a fort, 2025. il y a fort moyen. Bon. Jordan, je te remercie beaucoup encore une fois d'avoir pris le temps avant ce Tour de France. Donc, bon, on ne sait pas si je m'adresse au champion de France 2025. On fera une mise à jour, hein. En tout cas, si tu es champion de France, on fait une mise à jour. Ça marche. Hein. Jordan, je te remercie beaucoup. Je te souhaite bon courage pour ce Tour de France. Kiffe bien, prends du plaisir. Encore une fois, un grand merci à Bastien Charbonnier de la team Total Energy d'avoir fait le nécessaire pour mettre en place cette interview. Et voilà, on a réussi à accorder nos emplois du temps pour pouvoir la faire. Donc ça, c'est cool. Jordan, bon Tour de France, bon courage. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Yes, merci. Merci à vous, c'était sympa. Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée. Vélo Podcast est disponible sur YouTube, les réseaux sociaux, mais aussi Apple Podcast, Deezer et Spotify. C'est écrit juste là. Bisous.